Bonjour à tous, comme vous le savez sans doute, la saga Evil Dead va bientôt nous gratifier d'un nouvel opus intitulé Evil Dead Burn qui sera réalisé par le français Sébastien Vanissek. On en reparlera sans doute, mais en attendant c'est l'occasion pour moi de revenir sur les deux précédents films de la saga que sont l'Evil Dead de 2013 et le Evil Dead Rise de 2023. Mais on va garder Evil Dead Rise pour une prochaine vidéo, et aujourd'hui c'est le remake de 2013 que je vais passer au peigne fin. Alors c'est un euphémisme de dire que ce nouveau Evil Dead partait avec un sérieux handicap. Le film a été réalisé par Fede Alvarez, un réalisateur dépourvu de la moindre vision, dont l'unique talent est de piller des chefs-d'œuvre du passé pour en faire des purées insipides à destination des nouvelles générations, qui sont en général assez peu regardantes sur la qualité de toute façon. Des problèmes ? J'ai l'impression. D'ailleurs, suivant ce triste modèle, le réalisateur nous a récemment démoulé Alien Romulus, dont la recette est virtuellement identique et dont on a suffisamment parlé. Avant d'entrer dans les détails, rappelons rapidement l'histoire de ce remake, qui reprend dans les grandes lignes seulement l'idée du film de 1981. On va donc suivre une nouvelle fois un groupe de 5 amis partis en week-end dans une cabane isolée au fond des bois. Ils tomberont alors sur un livre maléfique dont la lecture provoquera l'apparition d'entités démoniaques, pas vraiment sympathiques, qui vont les posséder et les faire s'entretuer les uns les autres. Tout ce que vous avez besoin de savoir, vous le savez. Jusque-là, ça ne va choquer personne, mais pour bien comprendre l'ampleur du désastre, il va falloir nous pencher sur la recette qui a servi à fabriquer cette tambouille. Car oui, il y a bien un mécanisme derrière toute cette bordée de remakes foireux et de pseudo-extensions de franchises. Tous sont construits sur le même modèle, que ce soit l'Éveil de la Force, Romulus et bien d'autres, et cet Evil Dead de 2013 ne fait pas exception à la règle. Il apparaît alors comme un précurseur de la vague de remakes qui allait suivre, tous fortement marqués par cette idéologie que vous connaissez si bien, et qui les condamne à rester à jamais dans les poubelles de l'histoire. Que voulez-vous dire ? Il y a par exemple derrière chacun une volonté maladive d'ancrer l'histoire dans le réel. Dans Romulus, ça se traduit par une lutte des classes entre ouvriers et élites. Dans l'Éveil de la Force, Abrams s'était senti obligé de faire un lien stupide entre le nazisme et l'Empire. Dans le remake des Griffes de la Nuit, Freddy devenait pédophile. Et dans Evil Dead, Alvarez nous a pondu une sombre histoire de rituel de désintoxication, un prétexte bien inutile pour isoler au fond des bois la droguée Mia, son frère David et leurs 3 amis. Ils ne sont donc plus là pour la détente, mais pour surveiller une toxicomane traumatisée par la dégradation et la mort de sa mère. J'ai de mauvaises vibrations. Une raison qui en vaut une autre, vous allez me dire, sauf qu'en abordant son sujet avec un sérieux excessif, Evil Dead 2013 s'expose à tout un tas de questions légitimes qui révèlent rapidement des failles béantes dans un scénario incohérent, là où l'onirisme du Evil Dead de 1981 nous embarquait dans un univers qui ne soulevait pas autant d'interrogations. Prisonnier de ce réalisme totalement factice, David, le frère un peu idiot de Mia, vivra par exemple dans un déni total pendant une bonne heure de film avant de se rendre compte que sa sœur n'est pas en manque, mais simplement possédée par un démon, ce qui est évident pour tout le monde, sauf pour lui. Il la poursuivra d'ailleurs un temps avec une petite seringue de tranquillisant, alors même qu'il a été établi quelques minutes plus tôt que ça ne servait strictement à rien, quand Ash y allait au fusil et à la tronçonneuse. C'est un grand sentimental. Aussi est-il bien raisonnable de laisser les clés sur la voiture quand on prétend veiller sur une droguée récidiviste en plein sevrage. Autant d'exemples qui démontrent que c'est bien joli de vouloir se démarquer de son modèle en rationalisant au maximum les choses, mais c'est bien aussi de se rappeler qu'à la base, le film tourne essentiellement autour d'une délirante histoire de racines libidineuses, de possessions maléfiques et de démons moqueurs. Je ne suis pas certain que cette idée se prêtait à l'ajout d'un thème aussi casse-gueule que l'addiction aux drogues. Et comme on va le voir, bien que la symbolique ne soit pas entièrement stupide, Fede Alvarez va rapidement s'en mêler les pinceaux avec son concept. C'est sûr qu'il aurait pu mieux faire. Beaucoup mieux. Toujours avec cette même obsession, le récit incorpore dans cette nouvelle version un ensemble de nouvelles règles douteuses et excessivement rigides qui viennent saper l'efficacité du concept original. Les possédés peuvent être éliminés plus facilement, en leur écrasant la tête ou en les démembrant partiellement, alors qu'ils étaient quasiment indestructibles dans les premiers films. Le livre découvert dans la cave décrit un rituel précis en plusieurs étapes par lesquelles les possédés doivent passer en s'automutilant pour invoquer je ne sais trop quelle entité supérieure, qui au final n'impressionnera personne et ne fera de toute façon pas long feu. On pourra éventuellement voir dans cette structuration inutile de l'action une référence au processus d'autodestruction par lequel passent les drogués, mais tout ça n'apporte en définitive rien au film. Je n'ai jamais rien entendu de si ridicule de ma vie. Cette recherche forcenée du réalisme à tout prix passe aussi par une série de choix esthétiques très critiquables. La cabane de ce nouvel Evil Dead, avec ses lignes géométriques nettes, semble beaucoup plus solide et propre que celle de 1981 dont les murs penchés, les planchers grinçants et les cloisons pourries menaçaient en permanence de s'effondrer. La maison, suintante de menaces, constitue en réalité un personnage à part entière, bien éloigné de cette nouvelle version plus réaliste et rassurante qui n'a finalement aucune personnalité. C'est vrai.
Dans le même ordre d'idées, la route coupée par les inondations a bien du sens, mais elle nous fait aussi perdre largement la sensation d'emprisonnement surnaturel mise en place dans les 2 premiers volets de la saga. Je lui préfère largement le pont détruit par une force démoniaque d'Evil Dead 2. Aussi, les infections sont désormais beaucoup plus graphiques. La transmission du démon semble se faire par les racines, ou les branches, mais aussi par les morsures, le vomi ou que sais-je. Apparemment, l'objectif était à la fois d'obtenir un résultat plus gore et viscéral qu'en 1981, ce qui pour le coup fonctionne parfois, mais aussi de mettre en place une symbolique liée aux symptômes de manque de Mia, ce qui me paraît à la fois inutile, un peu prétentieux vu le sujet et porteur de confusion. C'est un symptôme de votre imagination fétale. Autre mauvaise idée, les possédés n'ont plus les yeux blancs mais des lentilles un peu moches, qui les rendent plus humains et donc moins inquiétants, même si je ne souhaiterais toujours pas les croiser dans la rue un soir. Ils usent aussi d'un langage beaucoup plus salace et ordurier que dans l'original, qui renvoie directement à l'exorciste. Un emprunt malvenu qui standardise les possédés et éloigne un peu plus le film de ses racines. C'est grave, docteur? Ça peut l'être, on ne sait jamais. Enfin, les créatures maléfiques sont bien éloignées de la folie, des moqueries et des taquineries qui ont fait le charme des premiers films. Ici, point de danse macabre ou de grimace, la violence et la torture sont amenées de façon très directe, et même si les éruptions de violence fonctionnent parfois, elles ne sont pas franchement surprenantes. Corollaire de toutes ces histoires de réalisme obsessionnel, Evil Dead 2013 nous propose en plus une brochette de protagonistes cons et antipathiques auxquels on souhaite une mort rapide, tant ils sont déjà en souffrance avant même l'arrivée des démons. Vous en avez pour votre pognon! Parmi nos 5 amis, on trouve donc Mia, la droguée de service, David, le frère un peu simplet, Olivia, l'amie donneuse de leçons, Nathalie, la potiche du groupe, et enfin Eric, le geek de la bande qui va mettre tout le monde dans la merde. L'ambiance est dès le départ particulièrement lourde, bien éloignée de l'atmosphère légère proposée par le film de Sam Raimi avec son groupe de jeunes insouciants simplement venus se détendre. Il n'y a aucune alchimie entre les personnages, même si pour être honnête, ce n'était pas extraordinaire non plus dans le premier Evil Dead. Sans compter que Fede Alvarez a aussi troqué la romance, certes très accessoire, entre Ash et sa copine, pour la remplacer par une histoire fadasse entre un frère et sa sœur, dans une désexualisation qui n'arrange pas vraiment les choses. Yo, j'en étais sûr que t'étais un sacré lapin. Ouais. Des tensions assez nettes animent aussi le groupe, qui reproche à David son absence à la mort de sa mère. Du coup, comme nos héros semblent sortir tout droit d'un funérarium, il y a assez peu de contraste entre le début du film et ce qui va leur arriver après. Tous ces personnages insupportables ne sont en plus pas aidés par un script médiocre et rempli d'absurdités. La séquence d'intro en flashback, dans laquelle un père confronte sa fille possédée par le démon, n'est pas forcément mauvaise dans la forme, mais elle a l'inconvénient de montrer une possession beaucoup trop tôt et donc de casser l'effet de surprise quand les démons arrivent plus tard. Rappelez-vous aussi que dans The Evil Dead de 1981, les jeunes invoquent le démon par inadvertance en faisant tourner une bande magnétique. En 2013, bêtise oblige, Eric prononce les incantations à voix haute alors même que le bouquin intime expressément de ne pas le faire. Et en parlant du livre, si on ne peut que saluer le design assez inspiré de son emballage à base de barbelés et de sacs poubelles, on ne peut en revanche que rester perplexe devant sa reliure sans personnalité, dont le visage a disparu et dont les illustrations évoquent plus un comics des années 80 qu'un grimoire ancestral. Ensuite, on savait déjà que nos héros allaient déguster niveau torture physique, mais le fait de les placer dans un contexte hyper réaliste soulève pas mal de questions quant à leur résilience face aux mutilations. Je sais bien qu'on n'est pas dans Urgence ou Dr House, mais quand on voit les blessures de Nathalie, de Mia et surtout d'Eric, on se demande comment ils peuvent être encore debout quelques minutes après. Enfin des durs, ça fait plaisir. Enfin, est-il bien raisonnable d'envoyer une faible jeune femme dans une baraque infestée de démons chercher de l'eau et du sucre pour soigner un coup de poignard au niveau du cœur ? Je laisse cette question en suspens. Un mystère de la psychanalyse. Mais question ânerie, la première place du podium revient certainement à la scène d'après-générique, dans laquelle un policier découvre Mia étalée sur la route avec un bras arraché, avant de lui demander si tout allait bien. Enfin, on arrive au gros morceau de cette critique, puisque sans surprise, Evil Dead 2013 joue à fond sur les grosses ficelles de la fameuse idéologie qui continue de nous pourrir le cinéma à ce jour. Alors ça recommence. Pour commencer, et c'est la règle numéro 1, si le héros était un homme, le rôle sera désormais tenu par une femme. Ainsi, Ash est remplacé par le duo hybride David-Mia, dans lequel l'horripilante Mia sait faire tout ce que Ash faisait déjà, mais en beaucoup mieux et sans forcer, alors même qu'elle était hors jeu pendant les 3/4 du métrage. Tout simplet qu'il est, et en bon faire-valoir, David accomplira le gros du boulot, avant qu'elle ne vienne lui voler la réussite et récupérer la fameuse tronçonneuse qu'elle n'a pourtant rien fait pour mériter. Et à nous la victoire. L'intrigue nous propose en plus un arc rédempteur complètement prévisible qui va rapidement virer à la punition moralisatrice pour David, coupable d'avoir été absent à la mort de leur mère, tandis que Mia sera sauvée de manière totalement invraisemblable pour les besoins d'un final centré sur sa personne. Règle numéro 2 de l'idéologie, les hommes sont encore présents mais occupent désormais des rôles subalternes.
Ils endossent alors le costume du débile, du sale type ou de l'incompétent de service. Le scénario n'a donc pas épargné nos deux protagonistes passifs, David et Eric. Le malheureux Eric, qui se fait souvent reprendre par les femmes, n'a pas un niveau intellectuel aussi élevé que le laissait entendre sa paire de lunettes. Quant à David, il se fait émasculer tout le long du film par Olivia qui ne perdra jamais une occasion de lui rabattre le caquet. Il se planque sous les jupes d'une femme. Il incarne d'ailleurs un stéréotype beaucoup plus féminin que masculin puisqu'il est là avant tout pour apaiser, rassurer, prioriser les sentiments familiaux et coller des petits pansements sur des hémorragies ouvertes, pendant que les femmes s'infligent des mutilations pour survivre dans un superbe exemple d'inversion genrée. Alors les mecs, ça ne va pas? Faut faire du sport, hein? Il se découvrira quand même très tardivement un brin de masculinité qui ne l'empêchera pas de se sacrifier inutilement pour que sa sœur puisse finir le film sous les feux de la rampe. Cette règle dit aussi que si un acteur vieillissant des précédents opus a le malheur d'être encore là, il est présenté comme sénile ou corrompu avant d'être humilié et éliminé. On ne peut donc que se réjouir ici de l'absence de Bruce Campbell, dont le personnage de Ash échappe miraculeusement au massacre. Techniquement, on est sur un style cinématographique moderne, et même si ça tient la route sur l'ensemble, le montage est parfois épileptique. Fede Alvarez imite aussi par moments le style imprimé par Sam Raimi sur le premier film, avec ses mouvements de caméra inattendus, mais reste globalement sur une réalisation beaucoup plus sobre. Qui dit style moderne dit aussi tic de réalisation contemporain, comme cette arrivée en voiture filmée par drone. C'est plutôt graphique, et ça fonctionne, mais ça fait 50 fois qu'on nous sert cette séquence et il serait temps de passer à autre chose. Pour ce qui est des effets spéciaux, il y a à boire et à manger. Et si les maquillages ont été critiqués par certaines personnes, je trouve pour ma part qu'ils sont très réussis. Car l'objectif du film, via son approche réaliste, était aussi d'offrir un spectacle plus gore que l'original, ce qu'il réussit plutôt bien à plusieurs endroits. Je pourrais vous citer l'affrontement très violent entre Eric et Olivia, ou encore le bras possédé de Nathalie, dont les effets bien dégueulasses sont plutôt enthousiasmants. On ne peut pas en dire autant des flammes numériques utilisées pour créer l'incendie final, qui sont absolument catastrophiques et constituent presque à elles seules une bonne raison de fuir le film. Enfin, on peut très largement reprocher au film de Fede Alvarez de bouffer à tous les râteliers des deux premiers opus, de manière similaire au pillage effectué par Romulus sur les deux premiers Aliens. Les clins d'œil forcés fleurissent dans tous les coins de l'image, comme si le réalisateur cherchait désespérément l'adhésion inconditionnelle des fans historiques de la franchise. Ainsi, on va trouver en vrac le bijou protecteur qu'Ash offrait à sa copine, la voiture abandonnée près de la cabane, la tronçonneuse, la main possédée, le coup de la chanson fredonnée dans la cave, et sans doute encore bien d'autres qui m'auront échappé. C'est vulgaire, je m'excuse, c'est vulgaire. Bien sûr, c'est vulgaire. Voilà, j'ai fait le tour des horreurs proposées par cette relecture moderne d'Evil Dead. Mais si je m'arrêtais là, je ne serais pas honnête, car le film a quelques atouts dans sa manche, même s'ils font surtout office de cache-misère pour toutes les offenses que je vous ai décrites jusqu'ici. C'est bien peu de choses, mais la lumière est très jolie, notamment à l'extérieur de la cabane, et certains décors fonctionnent. Il y a par exemple une très belle ambiance dans la cave avec toutes les bestioles crevées. On retiendra aussi l'accident de voiture de Mia, rondement mené, qui se terminera en crash dans un marécage poisseux. Enfin, il y a aussi la fameuse séquence de l'attaque des racines libidineuses, plutôt réussie et beaucoup plus graphique que dans le film original, même si on peut se demander s'il était vraiment nécessaire de la rendre aussi explicite. En définitive, Evil Dead 2013 est construit sur le même modèle que Romulus et bien d'autres merdes sorties ces dernières années. Le film produit une très vague impression pendant le visionnage car on remet les pieds dans un univers connu. Il y a du sang, de la violence et une image léchée typique des productions modernes. Mais dans les heures qui suivent la projection, vous avez du mal à vous rappeler de ce que vous venez de voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Evil Dead 2013 ne fait pas peur, ne possède pas la moindre tension dramatique et n'apporte rien à l'original. Il pille sans vergogne tout en y ajoutant une foule d'incohérences. Si vraiment vous voulez voir un remake réussi, tournez-vous plutôt vers L'Armée des Morts de Zack Snyder ou Le Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel, qui réinventent leur modèle avec une certaine intelligence, sans nous coller l'idéologie dont il ne faut pas citer le nom, et sans nous emmerder avec des clins d'œil racoleurs toutes les 3 minutes. Il est aussi assez triste de voir que Sam Raimi est impliqué dans l'écriture de ce machin. Ceci étant dit, plus rien ne me surprend plus depuis que j'ai vu de quoi sont capables les James Cameron, Ridley Scott et autres gloires du passé dont la lucidité artistique en a pris un sacré coup. Il faut réviser vos méthodes. Tout au plus peut-on se réjouir que Bruce Campbell soit resté à l'écart de ce naufrage. Evil Dead 2013 n'existe que pour envoyer de la poudre aux yeux des spectateurs les plus fragiles, un peu comme le faisaient les feux d'artifice de Land of the Dead pour sa horde de zombies hypnotisés. Ne vous faites pas avoir car l'écran de fumée est facile à percer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.